Bonjour ou bonsoir selon le pays dans lequel vous vous trouvez, surtout avec les décalages horaires, ceux que nous suivent au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Chine et ici en Afrique. Bienvenue dans cette émission que vous aimez tant, parce que c'est un temps avec les invités que nous vous proposons. Il y a beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, j'ai choisi de recevoir ici une personnalité, quelqu'un qui est plutôt dans le lot de ceux qui réfléchissent pour que le Congo change, pour que ce pays aborde les choses avec une autre philosophie, avec une autre façon d'aider à ce que les générations futures changent de paradigme dans notre pays. Il s'occupe de cette coordination pour les changements de mentalité. C'est un homme de Dieu, on le dit, très proche du chef de l'État, mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. Notre invité, Jacques Kambala Tshilombo. Bienvenue. Merci de nous avoir invités. Alors, durant cette émission, je vous appellerai volontiers pasteur, parce que vous êtes un homme de Dieu. Oui, c'est ce que nous sommes. Et nous allons essayer de parler de la République démocratique du Congo. Lorsqu'on est un homme de Dieu, on a plutôt peur de la Constitution ou de la Bible? On a conscience de la nécessité d'être un homme intègre, patriotique, capable de défendre les intérêts de Dieu dans une nation qui égorge les créatures faites par Dieu. Donc l'homme de Dieu doit considérer la Constitution dans sa valeur et la défendre selon les données qui sont en harmonie avec la volonté de Dieu pour cette nation. C'est-à-dire, la Constitution oriente, limite les cas échéants. La Bible joue un rôle spirituel, mais est-ce que la Bible joue un rôle aussi dans la conduite au quotidien? Effectivement, la Bible, ou je dirais mieux la parole de Dieu, c'est notre code de conduite. Et dans la Constitution, le souci qui devrait régir tous les textes légaux, comme la Constitution, serait qu'on ait des citoyens qui sont réglo, corrects, qui marchent selon un code qui est établi, que la société accepte. La société a le mandat et le devoir de défendre. C'est la même attitude qu'on a envers le texte biblique. Nous qui croyons, c'est qu'il y a une ligne de conduite qu'on doit observer et ce n'est pas parce que tu ignores le texte qu'il ne s'impose pas à toi. Donc, c'est ça le parallélisme que je fais souvent entre la Bible et la Constitution. Pour des nations croyantes, des nations qui se disent être redevables à Dieu, la plupart d'entre elles ont taillé leur constitution sur base de principes moraux, légaux et civiques qui sont dans la Bible aussi. Alors, l'État congolais est un État laïque. L'État congolais a plusieurs confessions. J'ai commencé par parler de la Bible et de la Constitution parce que beaucoup d'hommes politiques se réclament adeptes de Dieu ou sont eux-mêmes des religieux. En RDC, il ne se passe pas un événement qu'on commence par prier. Même le président de la République a confié ce pays à Dieu, au vu au sud de tout le monde. Et chaque homme politique a toujours son pasteur et en quelque sorte son daddy, comme on le dit maintenant, un peu dans les langage usuel ici en RDC. Qu'est-ce qui bloque en RDC pour que ça ne marche pas? Est-ce que vous, les hommes de Dieu, vous avez du mal à conditionner les âmes? Par exemple, notre président, voilà, qui est là, qui a aussi son pasteur, qui va aussi à l'église catholique, protestante, parce qu'il doit faire aussi de l'écuménisme, il a été chez les kimbanguistes. Comment vous, les hommes de Dieu, vous n'arrivez pas à l'aider correctement? Bon, déjà, nous saluons le fait que vous reconnaissiez
le côté très fédéraliste du président de la République. Au niveau de sa croyance, il s'est défini comme il est. Il n'a pas eu honte de s'afficher comme un chrétien croyant évangéliste. Mais c'est un homme d'État. Et un homme d'État devrait être au centre. Il va vers les kimbanguistes, il va vers les catholiques, les protestants. Pas plus tard que quelques jours ici, il était chez le combat spirituel chez les Olangui. Et moi, je salue cela. C'est cette attitude d'un homme d'État qui est conscient du rôle fédérateur qu'il doit jouer dans cette nation. Maintenant, la mission première d'un serviteur de Dieu, parce que je suis un de ceux-là qui croient beaucoup à la puissance et à la force du sacerdoce auprès de la royauté. Le rôle premier d'un homme de Dieu auprès de la royauté, c'est d'amener le roi, le gouvernant, à intégrer les valeurs, les principes de Dieu dans la gestion de la nation. Si nous pouvons arriver à tester, comme vous le dites, que les hommes de Dieu n'arrivent pas à aider le président de la République, ça ne serait pas le problème de Dieu, ça ne serait pas le problème au niveau de la Bible. C'est le problème de qui? C'est le problème des hommes. Regardez notre président, comment il se confie à vous. Vous, les hommes de Dieu. Ça serait le problème des hommes, le problème des agendas des hommes. Alors, je crois qu'à toute honnêteté, les grands signaux ont été envoyés de la disponibilité du chef de l'État de consulter ceux-là qui sont supposés lui amener l'ainsi dit l'Éternel pour le bien de la population. Il revient donc aux hommes de Dieu de sortir de leur carcan des dénominations, des agendas derrière le regroupement religieux et de répondre ici à une sollicitation honnête, franche. Moi, je crois que pour le cas particulier de la RDC, nous ressemblons beaucoup à ce que Jésus a dit. On ne met pas un vin nouveau dans des vieilles outres, de peur que vous ne perdiez et le vin et les outres. Dieu n'aime pas le gaspillage de saison, il n'aime pas les gaspillages d'opportunités, les gaspillages même de potentiel. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité à l'Église, à l'intérieur de l'Église. On va parler de changement de mentalité tout à l'heure. Je vous ai laissé aborder, sans préambule, ce qu'on vient de faire, pour que les gens sachent que nous allons parler spiritualité, honnêteté, mais également encadrement. Il faut qu'on vous découvre maintenant. Il faut qu'on sache qui êtes-vous. Voilà. Parce que ce n'est pas ici les lieux d'une prédication quelconque. Non. Nous sommes en train de nous entretenir et le monde nous suit. On doit savoir à qui on a affaire et surtout pourquoi on fait cette émission aujourd'hui. Je l'ai intitulée Élection 2023 entre les confessions religieuses et les députés nationaux, parce que c'est l'Assemblée nationale. Qui a tort? Qui a raison? On vous découvre d'abord et puis on revient. Jacques Kambala Tshilombo est le conseiller principal du chef de l'État en matière de changement des mentalités. Il a été nommé sur ordonnance présidentielle numéro 19/067 du 27 juillet 2019, coordonnateur adjoint en charge des questions administratives et financières à la coordination pour le changement des mentalités, un service spécialisé de la présidence de la République. Mais que retenir alors de son parcours? Kambala Tshilombo a grandi sous l'influence remarquable de sa mère Angèle Tubola, une servante de l'Éternel Dieu et figure célèbre de l'Église de réveil de la RDC dont elle est pionnière. Jacques Kambala Tshilombo, troisième né d'une grande flatterie et de la lignée de Tshilombo dans la maison de Kaninda Jean-Claude. Très jeune, il est appelé à servir le Seigneur Jésus-Christ en 1976, mais il fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ en 1986. L'homme devient chantre et auteur-compositeur de plusieurs cantiques, dont le célèbre titre Mabele Talalola Kaka.
Pasteur de l'Église La Mission évangélique pour la délivrance des captifs dont il a la charge depuis plus d'une trentaine d'années à Binzhausen. Prédicateur, conférencier, formateur en leadership, Jacques Kambala Tshilombo a une licence en informatique de gestion et conception des systèmes et une autre licence en gestion administrative, investissement et sécurité financière. Il est également doctorant en théologie. Lorsqu'on dit que le chef de l'État est entouré de personnes inexpertes, ou plutôt pas outillées intellectuellement et en matière, on va dire, de la gestion de la chose publique, on se trompe. Oui, en tout cas, on se trompe largement. Il y a énormément de gens autour du chef de l'État qui sont d'une certaine instruction, d'un certain niveau d'éducation, et il semble que nous pouvions être parmi ceux-là. Et une certaine moralité. Et d'une certaine moralité. Il y a une partie de nous qu'on n'a pas trouvé utile de mettre ici en évidence ce soir, mais il y en a pas mal qui sont meilleurs que nous, qui sont autour du chef de l'État, et à tout point de vue, donc pour qui je témoigne beaucoup de respect. Et alors, maintenant qu'on sait ce que vous êtes, est-ce qu'on peut dire que le président a eu tort de privilégier les hommes de Dieu, une bonne partie en tout cas, d'être dans son sillage pour mieux gérer les choses de l'État dans le sens d'honnêteté? Est-ce qu'il a eu tort? Non, il n'a pas eu tort. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Nous devions, nous, hommes de Dieu autour du chef de l'État, donner la lumière. Là où on avait besoin d'orientation, la lumière, là où on a besoin d'être éclairé. Donc, le grand travail ici pour amener notre pays vers le développement passe par le changement de l'homme congolais. Et le changement, la transformation, le renouvellement sont de jargon assez faciles dans le milieu pastoral parce qu'on en connaît le concept, les moyens qu'il faut pour y arriver. Ici, le pays souffre d'un sérieux problème de l'être. L'homme lui-même est le problème. L'être? Oui. L'homme congolais? L'homme congolais est le problème. Il a quel problème, l'homme congolais? Le tout premier, l'homme congolais ne se définit pas dans sa vraie définition, dans son espace là où il est établi. Le Congolais continue à vivre comme un assujetti, d'une mentalité des dominés. Je vais vous donner un exemple simple. Changer de nom, essayer de porter le nom de M. Debourque quelque chose, oui. Appelez au téléphone, dites que je suis investisseur, je viendrai avec autant de millions, tout le monde va vous accueillir tout de suite. Tout le monde? Mais dites, je suis Jean-Marie Kassamba, né au Congo, j'ai 10 milliards à investir au Congo, on ne va pas te recevoir. On est encore aliénés. On pense que le bonheur ne nous viendra que de loin. Or, Dieu, en établissant l'homme dans le jardin, il l'a déjà établi responsable du milieu immédiat là où il est, avec tout le potentiel de le développer. Il faut que le Congolais commence à s'accepter soi-même, que j'ai grandement de potentiel et je suis en même de développer mon pays avant que l'étranger ne vienne à mon secours. Si on arrive à développer cet esprit-là, on sera patriotique, on sera honnête, on va allumer toutes les valeurs dont on a besoin pour développer ce pays qu'on a nous-mêmes détruit. Donc un problème de définition. Deuxième problème, un problème relationnel avec Dieu et avec son environnement immédiat. Ok. Autant, je le dis à notre honte, serviteur de Dieu. Quand j'étais trop jeune, le mot onction n'était pas trop populaire. Le mot élévation, le mot du genre je suis l'homme de Dieu, ce n'était pas très populaire. Ce qui était plus en évidence, c'était les œuvres. Les œuvres, les accomplissements, le fruit. Les gens étaient adonnés à produire du fruit.
On est honnête, on travaille pour qu'il y ait un résultat. Maintenant qu'on est dans l'ère de l'onction, dans l'ère de la multiplication d'églises, d'élévation, on devrait normalement avoir la vie sociale qui suit dans la même proportion. Parce que je conçois difficilement l'onction sans développement. Dites-moi, pasteur. Alors, c'est pour vous dire que Oui. le problème du Congolais est dans l'Église, dans le milieu politique, dans le milieu des affaires. Nous avons le même problème, c'est l'homme. Il faut travailler l'homme. D'où le changement de mentalité. Le chef n'avait pas tort d'appeler les hommes de Dieu, travailler avec lui sur le changement de l'homme congolais. Alors, je vais être un peu direct avec vous. Hein. Comment expliquer ce paradoxe? Au Congo, il y a beaucoup d'églises. Au Congo, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont l'onction par onction, qui sont des théologiens avérés par avérés, mais des gens, a priori, qui vous développent un discours d'honnêteté, mais au jour le jour, ou quand on leur donne des responsabilités, ils se comportent à l'envers de celle-là. De cette façon-là d'attendre de vous, de l'honnêteté, de l'esprit de travail, allez, avoir un comportement décomplexé. Comment expliquer ces paradoxes? C'est l'enseignement. D'où vient l'enseignement? On dit la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Donc ça crée à vous un esprit et un être. Si déjà l'Église conventionnée, catholique et protestante, c'était les plus grandes depuis le temps de nos pères, de nos arrières. Depuis des siècles. Si déjà l'Église, on apprenait à l'Africain, au Congolais, les valeurs, si l'enseignement était basé sur les valeurs que les performances, parce que... L'effort, le travail. Le travail. Oui. Le travail, c'est une valeur. La Bible dit, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, la ruine te surprendra. On vous appelle à aller observer la vie d'une fourmi, vous rendre compte comment la colonie de fourmis travaille à leur survie sans avoir un maître sûr. Si la sagesse est assez profonde comme ça dans la Bible, c'est que l'enseignant congolais devrait être un homme déjà qui travaille fortement pour produire. Je vous le dis en passant, je l'assume, je suis un de ceux-là qui ne croient pas vraiment au temps plein des serviteurs de Dieu s'il n'y a pas égale productivité. Ah oui? Ah oui. Il faut que tu Dieu sois... pourvoira. Non, il faut que tu sois productif pour la société là où tu es implanté. Je ne dis pas que ne pas passer... Dis-moi, si vous passez 8 heures à l'église et vous ne produisez rien, vous n'êtes pas utile pour cette église-là. Est-ce que ce n'est pas contradictoire de prier sans cesse? Non, le temps plein n'est pas synonyme de prier sans cesse. Qu'est-ce que nous développons comme discours à l'église qui rend l'homme congolais productif? Si je dis à l'église, priez avec moi 24 sur 24 et le Seigneur pourvoira. Oui. Les oiseaux ne cultivent pas, mais mangent. Mais la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est quoi la définition de travail? Il faut changer la matière qui est devant toi, amener à lui produire un résultat. Il faut la transformer. Tu as même pour là aussi la foufou. Oui. C'est un travail. Oui. Ça prend quelqu'un qui se décide d'aller prendre la matière première, de mettre de l'eau chaude, de tourner et de vous produire le foufou. Donc, tout est travail. Pour avoir un résultat, il faut travailler. Je crois les valeurs n'ont pas été enseignées comme il faut. Mais on nous a présenté un Dieu qui nous prend en charge. Un Dieu qui fait tout pour nous. Un Dieu qui est devenu comme une machine distributrice de monnaie. Mon jeune garçon me disait quand il avait 2-3 ans, papa, donne-moi l'argent. J'ai dit, j'ai pas d'argent, mais c'est pas grave, c'est dans le mur. Ça sort du mur. Parce qu'il sait que je peux aller à l'ATM, je me mettrai là, l'argent va sortir. Il n'a aucune idée de tout ce que ça De l'effort qu'il y a derrière pour sortir cet argent du mur. Donc il faut que l'Église s'amende. Il faut que les hommes de Dieu aient un discours qui pousse les gens vers l'excellence. Et dans l'excellence, il y a la valeur travail, il y a la productivité. Comment la communauté peut se développer si on n'a pas de producteurs et de consommateurs dans notre communauté? Sous d'autres cieux, là on a poussé les gens à être productifs.
on a compris que l'Église peut devenir une industrie. Si nous produisons nous-mêmes ce que nous consommons, on peut fonctionner comme une coopérative qui comble ses propres besoins. Donc c'est possible. Il faudrait que les valeurs changent. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Et là, on va parler tout de suite là, de cette coordination en détail. Qu'est-ce qu'il faut pour que les églises ou les confessions religieuses dans notre pays quittent la prédication messianique de la manne qui tombe, du prier sans cesse, de la dîme qu'on doit donner constamment au pasteur, qu'on doit entretenir, et surtout de ces miracles que Dieu peut faire. Vous envoyez en Europe, vous trouvez un mariage, vous trouvez un travail. Quand est-ce que ça peut changer ça dans le paradigme national? Lorsqu'on commence à en parler comme moi je le fais, et si il y a plus que moi, tous les hommes de Dieu commencent à en prendre conscience, ils vont se dire, on ne bâtit pas une nation par des promesses, on bâtit une nation par le travail. Il faut amener le Congolais croyant à travailler pour le développement de son pays. Maintenant, est-ce que je renie le principe des dîmes et offrandes? Non. Qu'est-ce que tu vas offrir si tu n'as pas produit? Oui. Même la Bible dit, tu serviras l'Éternel et il te bénira. Donc la bénédiction ne précède pas le service. Le travail vient d'abord et il te bénit. Et il commence à donner la liste. Je bénirai le fruit de ton bétail, le fruit de tes entrailles, de ton bétail, de ton champ, ta nation, je bénirai. Donc il faudrait que vous ayez quelque chose à proposer à Dieu pour qu'il le bénisse. Alors, il faut changer de mentalité, oui. Sortir d'une église de consommation, devenir une église qui assure son lendemain, parce que c'est un Dieu qui assure nos lendemains par le travail. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi voulait faire ou veut faire avec la coordination pour le changement des mentalités? Qu'est-ce qu'il veut oser faire? Est-ce qu'il veut changer les comportements du Congolais au sein de la famille, au sein de l'école ou au sein de l'Église? Il veut changer tout homme congolais, autant que c'est possible. Alors, changement de mentalité, c'est d'abord une prise de conscience. C'est comme le mot grec qui dit métanoïa, qui veut dire repentance, changement d'orientation, de direction, changement radical. Ça commence par une prise de conscience. Je me dis que la direction qu'on prenait, elle est mauvaise. Il faut qu'on la change. Et ça va se traduire par le comportement. Une prise de conscience que si nous ne rejetons pas les antivaleurs, entre autres la corruption et tout autre que vous savez, nous n'aurons pas un État qui peut planifier. Si je ne suis pas un homme qui peut fédérer avec toutes les cultures dans ma nation, que je suis tribaliste, je suis en train de diminuer le potentiel national en termes de productivité, parce que vous n'allez pas me dire que, prenons la province orientale, ça suffirait en elle-même, même si elle avait toutes les richesses. Oui. Il faut que ce que tu produis, tu l'écoules quelque part. Tu as donc toujours besoin de l'autre le plus petit qui soit. Voilà. Donc la mentalité du tribalisme doit tomber. Et ça commence par la famille. La famille, c'est la première cellule de la nation. Si au niveau de la famille, on commence à avoir un débat aussi naturel, aussi normal sur le rejet des antivaleurs, ça va se reproduire dans la grande société. Nos enfants d'aujourd'hui sont les futurs cadres de demain. S'ils apprennent déjà à l'école c'est quoi les antivaleurs, non, tu ne peux pas cracher, tu es dans l'autobus, tu craches dans la rue parce que tu es en train de polluer et de répandre les bactéries partout. S'il apprend déjà jeune que la propriété c'est aussi une valeur, détruire le bien public c'est condamnable. Parce que la convention d'éthique nous empêche d'aller détruire un bien public. Tout jeune, il développe cette culture-là. L'homme congolais de demain, c'est le futur journaliste, c'est le futur juriste, le futur magistrat. Donc je pense qu'en créant la coordination pour le changement de mentalité, le chef nous a donné le mandat de concevoir tout un nouveau projet de société congolaise en termes de valeurs. Les chocs, vous allez les créer comment? Dans les chefs des Congolais. Vous allez implémenter dans leur comportement au niveau familial. Je réponds à cette question, c'est très important. Ceux qui nous suivent aujourd'hui, ils vont dire, mais Pasteur Jacques, il veut bien changer la mentalité des Congolais.
c'est quoi la contrainte? Vous allez contraindre comment? Les gens qui sont habitués à voler, ils vont continuer à voler. Les gens qui continuent à mentir, ils vont continuer à mentir. Les gens qui ont l'habitude de tricher, ils vont continuer à tricher. Oui, les dangers... Quel est le degré de la contrainte? Les dangers ici, c'est lorsque on laisse toute la société dans la notion de convenance. Ce qui est mal pour toi n'est pas forcément pour moi. Oui. Donc, ça me convient, peut-être ça ne te convient pas. Si on laisse la société dans ces libres arbitres-là, on est mort. Je pense que dans la sensibilisation de la famille, de toutes les tranches de la population congolaise, nous voulons aller remonter la conscience. Dire, la première contrainte doit venir de toi-même d'abord. Tout le monde dit, il faut que ça change. Oui. Mais personne ne veut être le premier à changer. Il faut que tu sois le premier candidat au changement avant que la contrainte extérieure vienne vers toi. OK, sensibiliser, vulgariser, ce n'est pas une faiblesse. C'est déjà une force. Si tu peux gagner quelqu'un en réveillant sa conscience, c'est déjà une force. Mais nous savons que le mal est profond. Nous savons que le mal s'est étendu sur plusieurs générations. Il faudrait conjuguer, à notre humble avis, le côté éducationnel et le coercitif. Il faut que ceux-là qui sont appelés à faire appliquer les lois soient déjà eux-mêmes exemplaires oui. et les appliquent sans parti pris. Et quand on aura donc conjugué ce souci de voir cet état de droit devenir une réalité chez nous, je pense que ça va accélérer le comportement vers la bonne direction. Soyons concrets maintenant, pasteur. J'aimerais qu'on me montre une image de religieux de notre pays. Ces religieux, depuis Saint-Cité, on leur a fait confiance. On a dit, pour que les élections se passent dans les bonnes conditions, oui, pas ces religieux-là, d'autres religieux. J'aimerais bien les confessions religieuses au sens large du terme, hein? Les catholiques, les protestants, les kimbanguistes, les musulmans, etc. Malou Malou a été choisi à Saint-Cité pour la CEI. Il a été désavoué par l'Église catholique en son temps. Puis il y a eu Ngoï Mulunda, désavoué par l'Église catholique, mais adoubé par l'ECC. Nanga, la même chose. Aujourd'hui, avec les églises, les confessions religieuses, nous venons de perdre presque 2 ans. Épisode 1, Malonda. Épisode 2, Kadima aujourd'hui. Question de confiance. Vous, les religieux, est-ce qu'on peut encore vous faire confiance? Il faut rester dans les principes qui ont milité à ce qu'on mette cette disposition-là d'aller consulter les religieux pour la détermination des membres de ces livres. Le principe est bon, mais ici c'est le problème des hommes et des calculs politiciens. Mais la caution morale qu'on vous a donnée, est-ce qu'on peut encore vous la redonner? Moi je souhaite que ça continue, mais il faut redéfinir l'entendement du religieux. On a été exposé ici à une culture qui faisait malheureusement que l'Église catholique et l'ECC pensaient être majoritaire et tout puissant. La seule référence de l'horloge. Oui. Vous savez, autrefois, lorsque la cloche sonne, on sait que c'est de l'Église que ça vient. Et les temps ont changé. Les temps ont sensiblement changé. Il y en a qui n'ont plus besoin de la cloche, mais ils ont l'alarme à leur téléphone. Ils se réveillent. Les temps ont changé. Mais est-ce que l'Église catholique est consciente de ça? Il faudrait qu'ils deviennent conscients de cela. Comme je disais, on ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres, de peur qu'on perde et le vin et le vieil, disait Jésus. Donc les outres ici, c'est un peu comme l'Église. Et le vin nouveau, c'est la nouvelle dispensation, la nouvelle saison dans laquelle on est. On ne peut pas gérer cette nouvelle saison avec les anciennes mentalités où l'Église était complice à un certain groupe de gens, des calculs politiciens qui n'avaient rien à voir avec le programme du gouvernement ou de l'État pour le bien de la population. Il faut moi, et en langage simple, langage simple. Oui, en langage simple, je vais reposer ma question, mais
est-ce que le chantage, allez, je change de mot, est-ce que la menace d'Ambongo, des Cholé, des Utembi, de l'église protestante, pour dire s'il y a une persistance, pour ne pas dire le maintien des Kadima, on va voir ce qu'on va voir. Est-ce que ça tient? Ça ne tient pas, parce que si vraiment ils pensent parler au nom de Dieu et au nom de la population, pour le bien de la population, moi j'ai juste un exemple de réflexion qui m'est arrivé ce matin. Il y a quelques mois, le gouvernement prend une mesure salutaire pour alléger la souffrance de la population en disant « je veux que les denrées baissent de prix ». Oui. Je n'ai pas vu la Senco pousser la population dans la rue lorsque les opérateurs économiques ont refusé de baisser le prix. Non. Non. La Senco pense à quoi exactement quand elle parle du bonheur de la population? Aux élections. Les intérêts du peuple. Aux élections. Aux élections. Oui. OK. On dit on va appeler les gens à marcher parce que les institutions sont en danger. Quelle est l'institution qui est en danger? Si tu n'es pas capable de plaider pour le manger, je vais vous donner une illustration biblique. Un homme de Dieu qu'on appelle Élisée, pour vous donner le rôle de l'homme de Dieu dans la société. Élisée apprend qu'une catégorie de femmes s'était promise de manger les enfants des uns des autres respectivement parce que nous allons les la souffrance est tellement grande. Quand il apprend ça, le divin parle. Il dit demain, à cette même heure, il y aura, je dis, un sac de riz à 1 franc. Parce que son cœur est porté vers le bonheur du peuple. Et la parole d'un homme de Dieu devrait rétablir l'équilibre, devrait garder l'équilibre social tout en résolvant le problème. L'intervention de Cholé et les autres, je m'excuse, ne garde pas l'équilibre social et ne résout pas le problème. En quoi c'est ce n'est pas salutaire pour la population? C'est sectaire et c'est basé sur des éléments qui ne sont pas purs. Dans leur conscience, ils savent pour qui ils roulent. Nous avons suffisamment d'évidence pour dire devant ce plateau, ils ne roulent pas pour les intérêts du peuple, dans cette question bien précise. Ils roulent pour les intérêts des grands lobbies qui nous trouvent... À ce point? Je vous dis, qui trouvent que ce n'est pas bon d'accorder au président de la République un 2e mandat. Il n'y a pas une autre façon de le bloquer, si ce n'est que de commencer par le contrôle de la CENI. Autrement dit, lorsque Cholé dit si on maintient Kadima, on risque de ne pas avoir l'alternance. Autrement dit, il n'accorde pas la possibilité à Félix Tshisekedi de faire un 2e mandat parce qu'ils aimeraient bien avoir à la tête de la CENI quelqu'un qui proclamait quelqu'un d'autre. Voilà, donc, ça répond à un schéma. C'est une préméditation. Ça répond à un schéma qui a commencé bien avant Genève. Ça répond à un schéma bien précis. Et ce schéma-là n'a jamais voulu voir le président Félix au pouvoir. Le schéma qui avait exclu Félix de Genève. Voilà. Et ça continue ce schéma. Ça continue ce schéma-là. Les gens n'ont pas été satisfaits. De sa venue comme président. Et ils ont tout continuellement la génie de vouloir créer des méthodes pour empêcher qu'il y ait un 2e mandat. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous le dire autrement. Le souci qui les avait animés de soutenir une certaine candidature à Genève, c'était en disant c'est la majorité, c'est la voix de la majorité, on devrait respecter la volonté de la majorité. Oui, qui avait voté pour Fayulu. Voilà. Quand le peuple a exigé autre chose, ça nous a amené jusqu'à ce que le président soit là où il est. Maintenant, pourquoi ils ne soutiennent pas le même principe? Quand on a fait l'élection, on devrait avoir le candidat pour la CENI et que la majorité a penché pour telle personne. Vous qui êtes accroché aux valeurs, vous devriez dire, voilà, depuis très longtemps, nous défendons toujours les principes démocratiques. La majorité a voté pour telle personne, restons là. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils répondent à un schéma qui est déjà bien établi. Et pourquoi c'est la première fois qu'on dénonce un peu ces schémas aujourd'hui? Pourquoi il y a la politique de l'autruche? Pourquoi on élude un peu cette vérité-là? Que Félix Tshisekedi est victime d'un complot depuis Genève, de ne pas d'abord devenir président de la République, il est devenu parce que le peuple en a décidé autrement. Ensuite, on ne veut pas qu'il soit président pour un 2e mandat parce qu'il y a des lobbies qui travaillent contre cela. Oui, si on veut aider ce pays à avancer, il faut pas se leurrer soi-même, il ne faut pas se tromper. Il faut voir les choses en face et les nommer comme il faut. Alors, on sait tous qu'il y a une catégorie de gens
qui ne peuvent pas, dans un État ordonné, structuré, un État de droit, qui ne peuvent pas se définir comme grands. Leur grandeur vient de la pauvreté de la population. Leur force vient de la faiblesse de la population. C'est dangereux ce que vous dites. Moi je vous dis... Ce qui veut dire que la gratuité de l'enseignement, par exemple, qui est aujourd'hui bâtie en brèche par notamment les catholiques, c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Je ne voudrais pas griller tout le monde individuellement, mais je vous dis, c'est fait à dessein. Il y a une catégorie de personnes dans la gouvernance de l'Église catholique qui n'aimerait pas qu'il y ait gratuité de l'enseignement parce que... Il y a un manque à gagner pour eux? Il y a un manque à gagner énorme. Regardez juste les écoles fictives qu'on a dû retrouver au niveau des écoles conventionnées catholiques. Oui. Vous partez sur tout cet argent-là. Vous pensez que la hiérarchie de l'Église n'était pas au courant? Donc, qu'est-ce qu'on en faisait? Sous d'autres cieux, où le mouvement évangélique est très fort, des églises qui sont dans le social de la population et en apportant un évangile qui soulage le peuple, les églises catholiques sont vides, les églises sont fermées. Si cette réalité-là venait ici, ça je l'ai dit aussi encore. Des églises vides. Des églises sont vides. Oui. Ils n'ont pas le même poids qu'ils veulent avoir ici. Ils ne peuvent pas dicter qu'est-ce qu'on doit faire. Donc c'est virtuel alors en RDC. On donne plus de pouvoir à l'Église catholique qui n'en a pas suffisamment. Non, parce que si, je l'ai dit pour booster mes amis des évangéliques et autres, oui, si d'autres confessions religieuses travaillaient sérieusement et que la parole de Dieu était prêchée comme il faut, les œuvres sociales sont faites comme il faut, les âmes sont prises en charge. Vous allez voir ces églises, c'est vidé aussi, ces églises catholiques ici, c'est vidé comme lorsqu'on a amené le réveil dans les années 86. Lorsque le renouveau charismatique a commencé, il y avait baisse des revenus dans l'église catholique. Alors pourquoi cette frilosité des églises de réveil? On a l'impression que lorsque la Senco parle, lorsque la Senco hausse le ton, ben les Dodo Kamba et les autres se taisent. Non, pas forcément. On n'a pas besoin de s'affronter pour vous faire accepter mon idée. Je peux utiliser d'autres moyens pour que vous acceptiez que j'avais raison. Ce qui pousse l'Église catholique à maintenir, à garder ce cap dans ce discours, va au-delà de la raison. Soit c'est de l'orgueil, ou carrément une manipulation venant d'un monde politique, d'une catégorie de personnes. Ils font de la politique sans le dire. Ben oui, ils ne veulent pas l'admettre, mais ils le font déjà. Ils le font déjà. Et d'ailleurs, ça affaiblit que ça devrait fortifier l'Église. Plus on accumule mensonges, plus on accumule des stratégies de vouloir s'attaquer à une personne qui semble vous témoigner beaucoup d'amour, plus vous vous mettez en évidence que vous êtes méchant, vous êtes mauvais. Alors, et la population va s'en rendre compte au fur et à mesure et va se retirer. Alors dites-moi, très je vais vous aider. Depuis que le président Félix Antoine Tshisekedi est là, à combien de messes catholiques il a assisté? Beaucoup. N'a-t-il pas fait des dons à Ngbongo directement? Beaucoup. À l'église elle-même? Mais j'allais poser ma question comme ça. Alors, qu'est-ce qui justifie cette méchanceté? Et quelquefois, ils les trahissent même s'ils veulent le cacher. Ça sort quand même, parce que c'est plus fort que... Mais est-ce que Félix Tshisekedi, qu'on voit ici, est affecté, allez, je lance le mot quand même, mais c'est pas grave, cette ingratitude de l'Église catholique et de la Senco en particulier? Est-ce qu'il est affecté par ça? Je ne l'ai pas vu aborder le sujet dans ce sens-là, mais à le voir comment il gère la situation, j'ai beaucoup de respect pour mon président. Je réalise que toutes les années du combat, plus de 30 ans de combat dans l'opposition pour qu'on arrive là où on est arrivé, il doit avoir beaucoup vu. Il doit avoir donc il encaisse. Il doit avoir beaucoup connu de trahison et d'ingratitude. Donc ça l'a formé. C'est quelqu'un qui peut bien gérer la Senco et leur montrer que c'est un homme d'État, c'est un chef de l'État. Il ne peut pas descendre au niveau des humeurs et des caprices des gens. Alors, il y a une nation à gérer, il y a un peuple à conduire, il y a de besoins à rencontrer. Nous n'allons pas nous éterniser parce qu'on veut satisfaire les caprices d'une catégorie de personnes. Que faire maintenant? Parce que quand les églises, notamment confessionnelles, ont dit que nous sommes majoritaires et que nous avons déposé la liste Kadima et les autres au niveau de l'Assemblée nationale et que cette Assemblée nationale peut-être va déposer cette liste au niveau du président et qu'en même temps, la Senco, les CC disent la charte n'a pas été respectée, la commission paritaire n'a pas été la meilleure. Si le président
confirme, c'est une guerre déclarée. Chantage, pas chantage? Chantage, et c'est une folie. Ça ne sert à rien. Je vous ai donné un exemple simple. On a dit qu'on baisse le prix de poisson. Les opérateurs économiques eux-mêmes, quelques d'entre eux soutiennent Senco et les autres dans leur démarche là, ont refusé volontairement de collaborer avec le gouvernement qui travaille pour le peuple. On ne les a pas contraints. On ne vous a pas vu, Senco, aller dire « Peuple, descendez parce que vous devez manger ». C'est du social quand même. Ben c'est ça. On gouverne pour rendre heureux le peuple et accomplir les besoins sociaux. C'est ça le sens du gouvernement. On est là pour le peuple. Donc si vous aimez le peuple autant, allez dans l'essentiel. Allez dans ce qui le concerne réellement. Ça, c'est de la manipulation, tout simplement. Et c'est du chantage qui n'a pas sa place dans cette saison ici de la nation. Et quelquefois, ça me fait rire lorsqu'on évoque le Saint-Esprit. On dit, nous laissons tout entre les mains du Saint-Esprit. Oui. Ils ont une mission évangélique et spirituelle. Il va nous éclairer à trouver la solution. Oui. Donc, vous conditionnez le Saint-Esprit à ne répondre que dans le sens de ce qui est bon pour vous. La solution ne peut pas être de l'autre côté. Vous voyez, Salomon m'a enseigné. Deux femmes qui se disputent l'enfant. Et Salomon dit, OK, on va trancher cet enfant en deux. Mais la vraie mère a dit, je préfère que mon enfant soit en vie, même entre les mains d'une autre personne. Un vrai homme de Dieu, il peut accepter... Il dit, si ce n'est pas moi, ça serait peut être l'autre. Et voyons ce que l'autre peut faire. L'importance ici, c'est la nation. Le plus important, ce n'est pas qu'on dise que Cholet a gagné une bataille. C'est ici la nation. La nation peut évoluer sans moi. Je peux mourir aujourd'hui et la nation va continuer. Donc je pense que dans l'autre, il y a aussi quelque chose de bien. Dieu a désillusionné le prophète Élie qui se pensait être la dernière référence. Il dit, on a tué tous les prophètes, je suis resté le même. Dieu a dit, non. Je me suis réservé plus de 400 autres qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Il faudrait que nos serviteurs, nos amis de la Senco, SCC et qui ne pensent pas qu'après qui ne pensent pas qu'ils sont la seule référence pour Dieu. Il y a des gens que Dieu a déjà préparés avant même que Cholet n'y pensait être. Des gens que Dieu va utiliser pour que cette nation continue à être la nation bénie. Et la dispensation, je vous le dis, avec toute la conviction possible, la venue du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est pour nous amener dans une autre saison. On n'a pas besoin de distractions. On doit faire décoller la nation. Avec ou sans eux, la RDC va décoller. Alors, revenons un tout petit peu à SACEM, cette coordination pour le changement de mentalité. J'ai appris que vous avez initié quelques actions, notamment dans le secteur des transports, notamment dans le secteur fiscal. Aux dernières nouvelles, quelques régies financières ont commencé à engranger un peu plus d'assignations. Les gens commencent à être sensibilisés par rapport au transport, circulation, etc. Alors je vous pose une question beaucoup plus directe. Pourquoi en RDC, à Kinshasa principalement, il y a autant d'escortes? Pourquoi les gens ne respectent pas, ne serait-ce que le feu rouge? Parfois même l'essence interdit. Et parmi eux, il y a des officiels, il y a même des femmes et des enfants, des ministres et des généraux. C'est comme ça. Pourquoi on laisse faire? On a choisi le civisme routier, justement, parce qu'au nombre d'embouteillages qu'on a et toutes les difficultés qu'on a sur la voie publique, on ne peut pas tout mettre sur le dos des infrastructures ou d'absence de telle infrastructure. C'est d'abord l'homme le problème. L'usager de la route congolais est un civique. Il y en a très peu qui connaissent les codes, qui savent même la signalisation ici, c'est quoi. Or, on a eu toute une génération qui n'avait pas connu de référence. Les gens vivent dans l'article 15 de Bouïta et puis il est sur la route. Dès que tu vois une route, tu fonces seulement. Déplacer une auto, ça ne veut pas dire conduire forcément. Tu peux déplacer et tuer beaucoup de gens, être un mauvais conducteur. Donc nous, dans cette campagne, nous voulions d'abord sensibiliser à la population à la nécessité de connaître le code de la route, les principes de partager un espace commun. Si tu es dans une voie donnée, avant de changer de voie, il faut signaler. Voilà, il y a un signal. Il faut signaler, il y a des préalables. Quand tu vois
des lignes blanches continues, ça veut dire qu'ici, on ne fait pas des dépassements. Quand c'est discontinu, là, tu peux dépasser. Toutes ces valeurs-là n'ont pas été enseignées à toute une génération. Il semble que le permis de conduire, même que ce que vous pouvez avoir, est un faux. Il semble. Parce que le tout dernier, qui a été légalement imprimé, remonte à plus de 10 ans. Il semble. Mais comment ils arrivent à avoir tous le permis pour être sur la route? Donc l'État, à un moment donné, dans ces structures qui devaient faire respecter la loi, les codes routiers, l'État était en faillite. Des gens qui deviennent autorités sans avoir été préparés à des valeurs. Qui eux-mêmes ne connaissent même pas les codes de la route. Ils n'ont aucun sens d'exemplarité. Il y a eu, et je crois que le Premier ministre, on lui laisse la première de publier ce qu'il a déjà pris comme résolution. Mais dans le cadre de nos plaidoyers, après 3 mois de campagne sur le civisme routier, nous avions demandé au chef de l'État d'instruire à la fois l'exécutif et tous les autres corps. Mais est-ce que vous avez un début de changement sur le terrain? Oui, la population elle a saisi, elle commence à adhérer tranquillement à cela et elle demande même, réclame que nos volontaires ne soient pas retirés du travail. C'était une opération spot. Parce que nous, on était dans sans logistique, vous allez arrêter. On était dans un projet pilote, on n'avait pas de financement pour ça. On s'est lancé. Malheureusement, les parties prenantes qui déjà ont dans leur travail de tous les jours la mission de veiller à ce qu'il y ait une bonne circulation, la plupart d'entre elles nous avaient abandonné chemin faisant. Donc on n'avait pas la SESEM comme tel le moyen de le faire. Nous avons tenu avec nos maigres moyens pendant 3 mois et nous étions sur le point d'arrêter. Mais est-ce qu'aujourd'hui, votre plaidoyer a été entendu? Le chef de l'État l'a entendu, il a instruit les décideurs, tant le Premier ministre que le ministre, différents ministères sectoriels concernés par la cause, le gouverneur de la ville et le ministre de l'Intérieur surtout, de mettre tout le moyen qu'il faut pour que cette campagne ne s'arrête pas, surtout que la population... Est-ce qu'elle va concerner les motards? On sait que nous avons aujourd'hui tout usager de la route. Une culture des motards qui ne respecte rien. Et d'ailleurs, on dit, je m'autorise à le dire, certains motards qui se réclament de l'IDPS et du pouvoir n'ont du respect pour personne, ni pour les codes de la route, ni pour les usagers, ni pour personne. Oui, est-ce que ça va les concerner aussi? Ça concerne tout le monde. Si vous avez déploré le comportement des officiels, si déjà les officiels eux-mêmes ne peuvent pas être exemplaires, ma foi, qu'est-ce que vous attendez de la plupart de ces motards qui, pour des raisons de survie, sont devenus usagers de moto sur la route? Mais certains d'entre eux sont aussi des intellectuels, n'ayant pas trouvé de travail. Ils se sont rabattus à ce qui pourrait leur procurer de l'argent de tous les jours. Donc, il y a un besoin national d'éduquer tout le monde au civisme routier. Et le Premier ministre a pris déjà des dispositions. Son cabinet a même publié une note qui avertit tous les officiels qui sont reliés à la primature, qui ne vont pas respecter le code de la route, à des sanctions qui vont s'en suivre immédiatement. Nous aimerions que la même attitude embrasse tous les corps, tous les chefs de corps parlent à leur corps, et voilà que toute la population. Mais voilà, le ministère de Transport a eu une réunion récemment avec nous, la SESEM, pour nous rassurer qu'il s'impliquerait totalement pour la pérennité de cette action. On irait même dans le sens de multiplier le nombre de volontaires et aussi de sites là où ils sont plantés pour réguler la circulation. Vous savez que nous sommes en direct. On est suivi partout dans le monde. On a quelques questions. Je vous les pose telles que reçues. Vous choisissez de répondre ou de ne pas répondre. Dani Kibala, qui est à Paris en ce moment, en train de nous suivre, il vous pose la question, monsieur le coordonnateur, pourquoi vous n'avez pas vu de la manipulation lorsque les catholiques avaient combattu aux côtés de l'IDPS? Monsieur Lamy Landry, qui est en Suisse, il dit le chef de l'État avait refusé la désignation de Malonda au nom des consensus. Va-t-il le refuser Kadima en tant que chrétien? Et Marcel Iloua, qui est à Lodia, on parle du changement de mentalité à Kinshasa. À quel moment, monsieur le coordonnateur, vous allez arriver au Sankoro? Je commence par le tout dernier. Oui.
Nous sommes dans un processus de déploiement dans toutes les provinces selon les thématiques. Maintenant que, Dieu merci, nous sommes de plus en plus compris et que plusieurs voudraient nous aider à mettre le moyen pour que nous arrivions à déployer le plan national de changement de mentalité qu'on avait déjà fait valider et présenter au chef de l'État. Je pense, si tout va bien, avec le civisme fiscal qui est déjà entamé, nous commençons le déploiement vers les provinces à partir du mois de novembre. Chaque province. Vous avez fait la tournée avec la collaboration peut-être des gouverneurs de province. Avec la collaboration des gouverneurs et de la territoriale, le ministère de l'Intérieur, les régies qui sont dans chacune de ces provinces-là. Nous allons avoir la possibilité d'utiliser des bénévoles qui sont dans chaque province pour répandre le message de changement de mentalité selon différentes thématiques. Nous avons plaidé pour que nous ayons une brigade civique, une brigade qui s'occupe des valeurs dans la nation et nous semblons avoir maintenant une écoute assez favorable là-dessus. Nous attendons que le grand décideur puisse se pencher. Nous avions demandé qu'il y ait une rencontre interinstitutionnelle pour faire de la question de la lutte contre les antivaleurs une cause nationale. Comme ça, il y a un consensus national qui va... Et que ce soit impliqué au sein du peuple. Au sein du peuple. Que toutes les institutions s'en approprient, chacune dans son secteur, va développer un projet, un programme, ensemble avec la CSM, pour atteindre toutes les provinces. Les autres questions. Alors, lorsqu'on parle de... Ici, il faut éviter de faire du copier-coller. Hein. Il faut mettre chaque chose dans son contexte. Lorsque la SENCO luttait à côté de l'UDPS, quelles étaient les thématiques? Quels étaient les objectifs? Pourquoi on les a atteints? Est-ce qu'on les a réellement atteints? Lui se pose la question, est-ce que maintenant vous diabolisez la SENCO? On diabolise Autrefois, pas. vous étiez avec eux. On ne diabolise pas. Quand on est amis, lorsque tu déroutes, ton ami a le devoir, au nom de l'amour, de vous interpeller. Là, vous êtes sortis de nos ententes dans notre consensus, dans le droit chemin. Je crois qu'en ce moment-ci, ce n'est pas une question d'adversité, ce n'est pas une question de reniement de la raison d'être de la SENCO dans une nation, c'est une question d'interpellation. On interpelle la SENCO à revenir aux vraies valeurs qui a toujours caractérisé les grands militants catholiques qui ont toujours été à côté de l'UDPS et de tout mouvement qui veut le bonheur du Congo. On a des Lumumbistes et tous les autres mouvements qui ont milité à côté de l'UDPS lorsque les intérêts convergeaient pour le bien de la population. C'est ça notre... Alors la question sur la désignation de Malonda, les chefs avaient refusé de signer. Est-ce qu'il le fera cette fois-ci en tant que chrétien? Il revient au chef de l'État d'analyser tous les éléments qui sont devant lui pour prendre la décision qui serait la mieux pour le pays. Mais moi, je pense qu'il faut encore une fois éviter de faire du copier-coller et de parler en dehors du contexte. Quel est le contexte dans lequel on est maintenant? Pourquoi il n'y a pas eu consensus? Parce que SENCO n'a pas pu démontrer clairement les allégations de corruption. Dans toutes les instances où on les a écoutées, ils ont allégué des choses qu'ils n'ont pas pu démontrer, comme d'habitude, malheureusement. Il faudrait qu'on arrive ici à être franc. Qu'est-ce qu'on ne veut pas? Pourquoi on ne veut pas des Kadima? L'argument... C'est la question fondamentale. L'argument qui a été mis sur la table et dans la réunion plénière de toutes les confessions religieuses et en coulisses, tout simplement parce qu'il est Moulouba. Seulement. D'abord ça. On ne peut pas avoir un Moulouba à la CENI pendant que le président, c'est un Moulouba. Attends, on est en 21e siècle là. C'est pas objectif ça. Je pense qu'à un moment donné, on doit dire la vérité aux gens. On a aussi entendu la SENCO dire, nous avons des enregistrements des gens lorsqu'on les a écoutés. Ok, tu n'as pas été loyal par rapport au principe des réunions entre égaux. Qui t'a donné le droit de m'enregistrer? Prenons que tu as des enregistrements compromettants. Brandis-les. Et ne coupe pas la partie où tu as promis à un des chefs religieux, si tu ne soutiens pas Kadima, je veux t'aider à avoir la protection de l'ONU. Ne coupe pas cette partie-là. Laisse tout, laisse l'intégralité. Donc la SENCO qu'on défend ici, ce n'est pas celle qui avait les valeurs lorsqu'on luttait ensemble pour le bien de la population. Il faudrait qu'on mette chaque chose dans son contexte. Alors, il faut qu'on termine l'émission parce que vous savez qu'on a pris le temps d'expliquer. Et moi, je vous pose cette question par rapport au civisme fiscal. Le Congolais n'a pas la culture de l'impôt.
est-ce que ce n'est pas une guerre perdue d'avance pour vous? Les gens qui ne déclarent pas, la plupart des travaux qui sont faits sont souvent en catimini, pour ne pas dire camouflés. Les gens veulent payer moins. Même les entreprises qui viennent investir au Congo, les miniers par exemple, dans les codes miniers, ils préféraient sous-déclarer ce qu'ils avaient comme investissement. Est-ce que ce n'est pas un travail titanesque? Vous n'êtes qu'une équipe d'une dizaine de personnes. Le Congo est immense avec autant d'entreprises. La bonne nouvelle, c'est que vous, Jean-Marie, vous êtes déjà avec nous dans ce processus de sensibiliser la population. En tant que journaliste et communicant. Voilà, donc nous avons déjà un grand partenaire, l'ensemble des journalistes et des communicants de la RDC, derrière les structures que vous animez, ont été rencontrés par la CSM disant on ne peut pas faire ce travail seul, on a besoin de vous. Et vous avez pris cette situation comme la vôtre. Vous nous avez promis qu'on allait travailler ensemble. Déjà, avec vous comme alliés, on peut avoir un grand résultat dans la sensibilisation. Si on y ajoute la prise de conscience de tous les décideurs et des différentes catégories de gens qu'on a dans la nation, tout le monde prend conscience que d'abord payer l'impôt, c'est un droit, c'est un devoir constitutionnel, mais ça vous met aussi dans la position de réclamer vos droits de citoyens. Si vous ne payez pas d'impôts et vous voulez que l'État construise des routes, je pense qu'il y a un problème. Il faut arriver à répondre d'abord à vos devoirs pour vous mettre dans la beauté de jouir de vos droits. C'est élégant comme ça. Et deuxièmement, je pense que si on se disait, parce que le Congolais en général autrefois aimait la médecine traditionnelle, il ne faut pas construire des hôpitaux modernes. Qui se soignent, oui. Je pense qu'on serait encore primitif jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la peur de l'inconnu. Jetons-nous ensemble dans cette direction-là, d'aller sensibiliser à la nécessité de créer et de soutenir notre structure économique. Notre pays a besoin d'être fortement bâti dès l'intérieur. On ne peut pas continuer à être une nation qui ne vit que de l'aide. À un moment donné, ça fait trop clochard. Alors, mais Pasteur. Il faut qu'on devienne nous-mêmes contributeurs du système que nous bâtissons pour les générations à venir. Pasteur, dernière question et question de confiance, comme j'aime bien la poser. Tout compte fait, est-ce que Félix Tshisekedi, président de la République, est un homme qui aime profondément ses concitoyens et qui travaille chaque jour pour leur bien-être? Ça, même endormi, je peux vous dire tout de suite oui. Le président aime profondément ce pays. Je vais le dire avec mon regard de la situation. J'ai connu au moins 2 républiques. Avez-vous déjà vu un chef de l'État faire la moitié de son mandat, vivre à l'Union africaine telle qu'il est là? 2 chambres au salon. Avez-vous déjà vu ça? Modestement. Comment voulez-vous qu'on vous démontre qu'il aime le pays? Allons dans les choses les plus simples. Vous verrez que le président aime vraiment ce pays. Il aime vraiment le Congolais. Pourquoi on n'a pas le courage? Le courage de dire, aussitôt arrivé, il s'attaque à l'essentiel. Je dois permettre à ce que mes compatriotes qui sont à l'étranger puissent revenir dans leur pays sans avoir des tracasseries d'avoir un visa. Certains qui le détestent aujourd'hui ne pouvaient même pas avoir un passeport ici si le président Félix n'était pas là. Pas critiquer les gens. Non, je parle de la réalité. Oui. Donc quand il aime même ses supposés adversaires. On n'a pas connu ça avant. Il faut que le Congolais devienne un peuple mature et reconnaissant. Si tu n'aimes pas ton pays, tu ne vas pas faire de cette grande usine pour avoir l'eau potable comme ce qu'on fait à côté de Kantiachila. Dans peu de temps, moins de 2 ans, faire le peu qu'il a fait dans l'état dans lequel il a trouvé le pays et les finances du pays, quelqu'un quelque part devait être honnête et dire ce président aime son pays. Il est courageux et motivé pour continuer? Oui, jusque-là, il est inébranlable, à ce que je vois. Il a confiance en son Dieu, il a confiance en son projet et il est sûr que la justice est de son côté. Alors, excusez-moi, je la pose cette question, mais pourquoi beaucoup dans son entourage
ne prenne pas le courage que vous avez pris aujourd'hui, venir parler aussi franchement de lui, de ce qu'il fait et de ce qu'il pourrait faire pour ce pays. Je ne sais pas si vous les avez sollicités. Si certains n'ont pas le courage, on leur dira prenez ce courage-là. Mais moi, c'est plus que le courage. C'est une question de netteté, c'est une question de gestion de momentum. Je trouvais que c'est le moment de commencer à parler parce que si vous laissez le micro à ceux-là qui n'ont pas grand-chose à dire, ils vont traîner le peuple vers l'obscurité et on n'en a pas besoin. Merci beaucoup, Pasteur Jacques Kambala Tshilombo, coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement de la mentalité. On vous suivra de très près et à chaque fois quand c'est nécessaire, nous vous inviterons pour que vous veniez nous expliquer un peu ce qui se passe parce que le Congo en a besoin. Merci beaucoup, merci de nous avoir invités. Merci à vous, continuez à nous suivre et surtout cette émission sera rediffusée. Vous aurez peut-être des questions pour lui, n'hésitez pas, nous transmettrons.